dans nos débats de société où on aime bien, ou en tout cas on oppose les choses. C'est un peu la mode en ce moment. Et on oppose deux choses, le développement et la protection. La biodiversité et l'action de l'homme, voilà. Alors que dans bien des cas, en fait, l'homme est l'allié de la nature et la nature est l'allié de l'homme, en fait. Voilà. Donc, il y a des acteurs en France qui militent et qui transpirent souvent pour démontrer par l'action, très concrètement, cette alliance et le fait que le gagnant-gagnant entre nature et économie, entre économie et nature, c'est possible. Voilà. Et donc, on va voir aujourd'hui la démonstration par 3 interventions qui vont se dérouler à la suite. Vu le timing, on prendra pas de questions et d'interventions entre les intervenants. Donc, 3 intervenants ou intervenantes. Donc, le premier, il nous vient d'Écosse, du Pays de Galles, pardon. Du Pays de Galles, bim. Donc il va faire une intervention dans sa langue et il y a un traducteur, voilà. Et il va intervenir, vous verrez, sur le lien entre le chargement et les enjeux de restauration de la nature. Deuxième intervention, ça va être un duo, un couple, de 2 structures, Auvergne-Estive, qui est un service pastoral qui intervient sur la partie auvergnate de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en duo avec un éleveur, donc une coopérative d'éleveurs sur le Cantal et le Puy-de-Dôme. Et ils vont vous montrer comment concrètement ils ont restauré des zones humides. Et cette restauration de zones humides a facilité la vie des éleveurs. Voilà. Et comment ce qui facilite la vie des éleveurs permet aussi à la biodiversité des zones humides de perdurer. Et vous le verrez dans les acteurs, ils vous parleront d'une structure qui s'appelle un conservatoire d'espaces naturels, qui est un des acteurs en France qui intervient aussi sur cette logique de préservation de la biodive. Vous ne pouvez pas être là aujourd'hui, mais c'est un acteur important. Et on terminera par un autre acteur qui est un parc naturel régional qui évoquera aussi cet enjeu de gagnant-gagnant entre biodiversité et économie avec une approche plus sanitaire avec une présentation dédiée sur ce sujet. Voilà. J'en dis pas plus et on démarre tout de suite avec le premier intervenant. Ah, la technique. Bonjour messieurs, dames. Juste une petite précision pour les gens qui souhaitent une traduction en français. Vous avez un QR code juste à l'arrière à scanner avec votre téléphone. Vous prenez des écouteurs, vous choisissez votre langue et normalement vous aurez la belle traduction en français. Bon. Okay. Thank you very much for the introduction and thank you for the opportunity to speak here today. So the 2 next colleagues will do something that's quite local, quite site-based, and I want to give a larger perspective. So my talk is going to be about the number of livestock that's needed to deliver European biodiversity obligations. So quite a big topic. So just to remind you, there's a number of habitats in Annex 1 of the Habitats Directive. And experts say that 61 of those require grazing either everywhere or in some part of the range to be maintained. So 61, some of them are grasslands, of course, most of them are grasslands. Grasslands which are rocky, grasslands by the shore, grasslands in river valleys, but other habitats also are grazed. So you have heathlands there at the top, wood pastures, and of course in the Mediterranean you have sclerophyllous vegetation. So all of these require some degree of grazing and some part of their range at least. So this work we're doing is funded by the European Environment Agency. It's still in the course of being worked on, so we would welcome your information, your knowledge as part of it. But anyway, this is the question we're asking. If these habitats need livestock, how many livestock do they need? And it builds on the work
by Halada and his colleagues who tried to identify these habitats. Member states have to provide information about the area, the superficie of these habitats regularly. There's some, what can we say, some vagueness about some of the figures, but this is roughly the picture. So as you can see, most of the habitats are in fact grasslands. Some are heathlands, some are sclerophyllous, and also some are wetlands. And together, they account for at least 35 million hectares within the EU. So that's an area the size of the whole of Germany. So it's quite a significant area. It's very important if the EU is going to achieve this 30 by 30 target, because it's a large proportion of the area. So it's about a quarter, just between a quarter and a fifth of European farmland. So it's not some trivial corner of European farming. It's really, really important. When we look at these habitats, their condition is worse than the condition of other habitats. So habitats that don't need agriculture, which are at the bottom, or habitats that don't need agriculture through some of the range, their condition generally is better than the habitats that need agriculture everywhere. And not just that, but that trend in condition is getting worse. So again, at the bottom graph, the habitats that don't need agriculture, their trend, okay, it's bad enough. But the habitats that need agriculture at the top, their trend is the worst. So it really needs attention. So as I said, we're asking this quite simple question: how much livestock do we need? And there's no information for that. So this is new data we're trying to produce. But there is some information out there. And the information out there comes from these reports under Article 17, which member states have to give. And that gives approximately the area of these habitats. In order to get numbers, of course, we have to multiply that by grazing density, and we got that from experts. So we carried out an exercise where we asked experts in different countries, different regions, how many livestock units per hectare do you think that these habitats need in a typical grazing season in your area, in your country? Now, I'm not going to go into the whole detail of it, but this is the answer we got in terms of... Sorry, I'm jumping ahead of myself. This is the approximate area of the habitats. Now, we know that there's some difficulties with these data. There's difficulties for Romania, there's difficulties for Sweden, there's underreporting in Portugal. But in general, this is the sort of picture we have, okay? And you can see that actually Spain comes out really important on a European scale. But some other countries also have quite a bit of importance. France, Greece, Italy, for example. So that's the area. So we got that from the reports. This is the kind of information we got from experts. So we asked them, what's the density? And you can see there's quite a range in some of the numbers they give us. So the top things are the biogeographical area. So in France, obviously, there's Mediterranean, Alpine, continental, and Atlantic. And there's 3 pages of this. So there's 61 of these habitats. And the red ones are ones where we didn't have information and we just filled in what we thought was a good value. So when we multiply these up together, this is the sort of picture we get. So we're not saying this is the picture, this is just an approximation of the picture, but it's not that bad, okay? So this is roughly the minimum amount of area of livestock we need, okay? You can see again that Spain comes out really with a large amount of livestock. And in France, actually, the difference between the maximum estimate and the minimum estimate is quite large because there's some vagueness in the French data, which is rather unfortunate. So if you add it up, then it comes to between 7 and 10 million livestock units. Okay, so that's about 11 to 16%, between the 6th and the 9th of all the livestock in Europe. That's not to say that they are actually doing it, but that's what's needed, okay? So it's not some trivial matter, but on the other hand, it's not world trade distorting amount either, you know? It's something that can realistically be approached. So I'm not going into lots of detail. If you want more, then there's a whole hour of YouTube about it, and the reference is there, okay?
So I thought, well, we should look at something to do with France. I'm not French, obviously, and I'm not an expert in France, but just to something to make you think. And if you think you know better, then that's great. Feedback, information, we would love that. So just to say, the information from France on meadow habitats is hopeless. It's really, really bad. It's the largest part of the uncertainty in the habitat area in the whole of Europe, okay? So I'm not going to talk about meadow habitats. But if you do an estimate, you still come out with about 500,000 livestock units. That's what's needed to maintain these habitats in France, approximately, okay? Which is about 4% of livestock in France. And what I thought we would do, we would look at two types of habitats. So not the grasslands, actually. We'll look at the moorland heathland, so Landes de Broussailles, it's called in the Corrine cover. And we'll look at sclerophyllous vegetation of the Mediterranean type. So the former one has 750,000 hectares in France, and the latter about 100,000 hectares, okay? So the estimates of actual grazing we got from Philippe Cointreau in Solagro. So they may be wrong, but they are an estimate, and if you know better, please tell us. So there was a nice picture here, but it's gone now. Okay, so this is it's not Landes des Marais, it's Landes de Broussailles. Okay, it's moors and heaths. And if you see at the bottom here, if we multiply the area of habitat, etc., in France, this is the estimate of the density of livestock that's needed. The bottom one is the estimate of density. And the top one is the estimate of actual grazing, but also the estimate of the percentage that is grazed. And you can see in some cases the grazing is lower than what's needed overall. And in some cases, actually, it's about or higher than what's needed. But in all cases, you see that the percentage grazed is much lower than the total resource. And so even in the habitats where the areas where things are, where they are grazed, they're grazed okay. Most of the habitat is still undergrazed. And that situation is bad enough for moors and heaths, or Landes de Broussailles, but it's much worse for sclerophyllous vegetation. So you can see in the case of sclerophyllous vegetation, the grazing density is lower than what's needed, but also the area grazed is a really small percentage of the total resource. Okay, so these are just estimates, but yeah, okay. If you think the estimates are not good, give us better information. So what do we make of it? Well, I said that, so we won't go back to that. The estimates are estimates, okay? But are they that wrong? Do they really correspond, or do they not correspond with your experience? And I would say, even for myself, having driven around France a bit, that they actually do correspond with my experience, especially maybe in the Mediterranean zone. Okay, so if this is the case, and these habitats need the grazing, how will France deliver on its obligations under the Habitats Directive? With difficulty, I would say. And even worse, if we look to 30 by 30, so this obligation to have 30% of the whole territory of France managed in a way that's positive for nature by 2030, then it's really, really a big, big challenge. So these areas, of course, they're largely in economically and socially marginal zones. And so then it's very important that there's a strategic approach both in the design of policy and the implementation of policy. And it requires a lot of resource. It's not something we can just do with a little life project here or a little corner of agri-environment there. It's something that's really systemic and requires a systemic and strategic approach. And in the case of the Mediterranean zone, of course, it really ties in with the question of fire risk management. So fire risk is associated with the same type of developments as make these habitats unfavorable. And so the two things can go together. But again, it requires strategic planning, it requires resourcing. So that's what I have to say. I think the point I would like to leave with you is that these things have a scale. You know, problems have a scale.
And this is a problem with a large scale. And in order to address a problem with a large scale, you need large scale solutions. And that makes it very, very politically difficult. Okay, so thanks very much. Très bien, merci beaucoup pour cette première intervention qui vous l'avez compris, fait une belle démonstration et même un beau plaidoyer en quoi une politique européenne de préservation de la biodiversité, des intérêts communautaires et de restauration des milieux par rapport à un règlement a besoin du pastoralisme et a besoin d'un développement agricole sur les territoires, quoi. Je pense qu'il n'y a pas photo. J'aime bien la phrase, je pense que vous l'avez noté comme moi, pour préserver, restaurer les milieux, on a besoin de tant d'UGB, quoi. Et on n'a pas forcément besoin de créer une réserve nationale, de mettre sous cloche un milieu et encore moins de mettre les agriculteurs dehors, quoi. Voilà, donc c'est clair. En tout cas, pour moi, c'était clair. Allez, on continue et on va voir comment très concrètement maintenant en Auvergne, sur cette partie auvergnate de notre région, on met en application la restauration des milieux et en l'occurrence des zones humides. Je te donnerai le micro pour te présenter. Bonjour à tous, Anna Legwick d'Auvergne-Estive, je suis chargée de mission pastoralisme. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Alexis Pigaroun, je suis éleveur de vaches dans le Cantal et je suis en même temps vice-président de la COPTASA. La COPTASA, c'est une coopérative de transhumance et d'amélioration des structures agricoles. Donc je vais vous parler d'un projet qu'on a monté à Auvergne-Estive. Donc à savoir Auvergne-Estive, on accompagne des collectifs d'éleveurs qui font pâturer des troupeaux sur des surfaces pastorales et entre autres sur des estives collectives. Et il faut savoir que en Auvergne, les estives collectives, elles sont caractérisées par d'importantes surfaces de zones humides et qui se situent pour la plupart en tête de bassin versant. Donc elles ont un rôle très important. Et or, on sait que déjà les zones humides, elles jouent de nombreux rôles d'un point de vue environnemental en tant que puits de carbone. Elles stockent du dioxyde de carbone. Elles ont un rôle pour la biodiversité, c'est que c'est des milieux très riches, très diversifiés. Elles jouent aussi des rôles. Elles façonnent le paysage auvergnat en fait, parce qu'on les voit partout. Dans nos estives et elles, enfin, souvent on l'oublie, mais d'un point de vue gestion pastorale et pratique d'élevage, elles sont aussi essentielles parce qu'elles permettent de stocker de l'eau et de la restituer au milieu lorsque les troupeaux en ont le plus besoin en période de sécheresse et également elles peuvent être une source de fourrage intéressante quand il vient en manquer. Et donc en faisant ce constat Auvergne-Estive, en 2021, on a décidé de mettre en place un projet autour des estives collectives pour essayer de penser la gestion pastorale de ces milieux tout en intégrant ces questions de préservation et de restauration des zones humides. Pour ce faire, on a bénéficié de financement de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne et on a fait appel aux connaissances et aux compétences du Conservatoire d'espaces naturels qui ont l'habitude de travailler sur ces milieux sensibles au quotidien. Et donc jusqu'à maintenant, il y a 3 projets qui ont été menés et je vais vous présenter une courte vidéo de valorisation qui a été réalisée sur les aménagements qu'on a fait jusqu'à maintenant. Une courte vidéo introductive et à la suite de ça, Alexis Picaroun pourra présenter, témoigner des aménagements réalisés sur son estive. Donc notre travail, c'est d'accompagner les estives collectives du territoire dans les aménagements, notamment pastoraux qu'ils ont à réaliser. Donc que ce soit pour l'abreuvement, passage, clôture, girobroyage, parc de contention, etc. Et on a répondu en 2020 à un appel à projet lancé par l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. L'objectif de cet appel à projet, c'est restaurer des zones humides, donc en l'occurrence sur les estives collectives. En 2021, on a donc réfléchi avec le CEN, donc le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, pour trouver 2 estives qui puissent nous servir un peu de site pilote pour mettre en place des restaurations de zones humides. Et donc on a pensé à la coopérative d'estives du Limon et la COPTASA.
Il faut savoir que l'objectif de cet appel à projet, c'est vraiment donc de mettre en place des restaurations de zones humides, donc pour préserver la ressource en eau, que ce soit au niveau qualitatif et quantitatif. Donc le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne, il est partenaire d'Auvergne Estive depuis plusieurs années. Et donc ici, on est partenaire dans le cadre de cet appel à projet. Notre rôle, c'est d'accompagner au niveau technique la mise en œuvre des différents travaux pour à la fois préserver les zones humides, prendre en compte les enjeux liés à ces milieux, mais aussi faire en sorte que ces aménagements soient effectivement utiles pour la gestion pastorale. Aujourd'hui, on connaît l'importance de la préservation des zones humides et donc tous ces travaux vont dans le bon sens, notamment dans le cadre du contexte de changement climatique où aujourd'hui, une fois de plus, il est important d'avoir sur ces zones d'estif et ces têtes de bassin versant des zones humides qui sont le plus fonctionnelles possible et qui vont pouvoir jouer justement ce rôle de stockage naturel de l'eau dans le sol. Je m'occupe de la coopérative des Estives du Limon, coopérative qui représente 345 hectares d'estives, qui accueille d'une année sur l'autre 650 bovins. L'estive se situe sur le plateau du Limon, proche du Puy-Marie. Puis, depuis plusieurs années, on subit des sécheresses, en particulier sur 2 saisons où des zones humides se desséchaient et les points d'eau qui en découlent se tarissaient. Tous ces travaux consistaient à instaurer plusieurs éléments. Tout d'abord des points d'abreuvement, ensuite des passages qui permettaient de traverser les cours d'eau, les petits ruisseaux, des clôtures qui mettent vraiment en défense les points humides, les zones humides. Donc on a essayé de concilier avec la conduite et leur passage d'une parcelle à une autre afin d'éviter le maximum d'érosion du terrain autour des zones humides. Les travaux de passage de cours d'eau réalisés avec des demi-buses permettent aux animaux un accès facilité aux points d'abreuvement qui ont été réalisés. Il y aura un changement sur les 2 premières zones qui ont été mis en défense parce que là les animaux y allaient en période estivale, y allaient au milieu, donc elles détérioraient toute la pelouse qu'il y avait et ça diffusait encore plus le peu d'eau qu'il y avait. Nous, on a souhaité s'engager dans ce projet de restauration de zones humides, en particulier sur le Césalier, puisqu'on a un besoin important en eau pour l'abreuvement des animaux. Et ce que l'on souhaite faire, c'est sécuriser la ressource au maximum. Et donc, on souhaite profiter pleinement des zones humides et des tourbières qui sont présentes sur le site. Les aménagements ont consisté à remettre la fonctionnalité des zones humides et des tourbières, le rôle qu'elles jouent de stockage d'eau et de restituer cette eau en période estivale, en période sèche, pour l'abreuvement des animaux. Donc nous avons mis en défense un cours d'eau pour éviter l'abreuvement direct. Donc on a réussi à sécuriser la ressource. Les travaux ont été faits, les aménagements ont été faits. Parfois on se posait des questions sur l'utilité, la fonctionnalité. Aujourd'hui ça fonctionne bien, on est content des résultats. Et l'objectif, c'est après de le développer sur de nouvelles estives collectives pour continuer dans cet objectif de préservation de la ressource en eau et ainsi préserver l'environnement de nos estives. Donc, bonjour à tous. Rebonjour. Donc, la Coptasa, c'est environ 2200 hectares. Nous avons à peu près 3800 animaux. C'est à peu près 180 éleveurs qui, nous mettent en pension, les animaux pendant la période estivale. Donc, il avait été réalisé, un diagnostic par le SEN pour, remettre en état ces zones humides. Donc, ça s'est réalisé sur Pradier, c'est au nord du Cantal, en 2021. La réflexion, c'était d'allier le pastoralisme et la biodiversité. Donc, a été mis en défense une partie de la zone humide. A été ensuite remis le ruisseau avec des méandres pour éviter de l'érosion. Donc, tout ceci dans un intérêt gagnant-gagnant. Donc là, ici, on voit un fossé qui avait été creusé à l'époque, il y a 30-40 ans. Mais on s'est aperçu que ça avait desséché toute la partie en aval. Donc ce fossé a été rebouché. Et donc on va voir sur la diapositive après. Et donc a été refait ensuite
un reméandrage du ruisseau, de façon à ce que la partie qui était en aval devienne moins séchante en été et donc plus humide, pour avoir plus d'eau donc l'été pour nos animaux. Voilà, ici on le voit très bien. Donc avec la clôture, pour pas que les animaux reviennent dans la zone humide, de façon à ce qu'elle ne détériore pas donc la pelouse. Voilà, donc on peut le voir sur cette photo. Donc en haut, il y avait l'ancien fossé, donc qui a été supprimé, et ensuite toute la partie en aval dessous, environ 5 hectares, sont revenus humides. Et donc ça nous permet d'avoir moins de sécheresse pendant l'été. Et nous avons donc réalisé ensuite des passages à gué. Donc bon, là on le voit pas, mais ont été réalisées des clôtures de part et d'autre du passage à gué pour que les animaux évitent d'aller dans la zone humide et que les engins type 4x4 des bergers puissent passer à travers le ruisseau sans trop le dégrader. Donc là, c'est un passage à gué parce qu'il n'y a pas trop d'eau dans le ruisseau. On va voir pour les prochaines diapositives. Il a été fait un petit pont. Voilà. Et juste pour compléter, ces passages, ils ont aussi un rôle pour l'abreuvement du troupeau, parce que vu qu'il y a des écoulements qui sont mis en défend, derrière, les bêtes, elles peuvent aussi s'abreuver à ces endroits-là, à ces zones-là. Parce que là, on le voit pas, mais quand il y a une clôture, après, sinon, voilà, c'est des zones où elles peuvent accéder. Et, voilà, ici, donc, on voit un passage qui a été fait avec une demi-buse. Donc, on peut passer donc avec les 4x4 ou les quads, et les animaux aussi, sans détériorer à nouveau le petit ruisseau. Voilà, donc là c'était la photo au départ, donc le ruisseau qui avait été trop canalisé, donc il y avait de l'érosion de chaque côté parce que l'eau prenait de la vitesse, donc à chaque épisode pluvieux, on voyait qu'il y avait effectivement du ruissellement, de la dégradation des berges et tout. Et donc dans cette diapositive, on peut voir que le ruisseau a été reméandré, donc ça limite la vitesse de l'eau, donc il y a beaucoup moins d'érosion lorsqu'il y a des orages. Là, c'est la photo lors des travaux. Oui, parce qu'à l'origine, donc le cours d'eau, il traçait tout droit, et donc c'est à dire que surtout en hiver, quand il y a après des fortes pluies, après des gros orages, et en fait ça emportait tout sur son passage. Et donc là, l'objectif c'est vraiment de recréer un nouveau linéaire, plus de linéaire avec des méandres pour vraiment ralentir l'eau et que le cours d'eau s'incise moins et érode moins les berges. Voilà. Voilà, ici il a été donc clôturé pour éviter que le bétail s'abreuve et en même temps détruire le ruisseau. Donc on l'a bien clôturé et en amont on a fait des captages d'eau ensuite pour les abreuver proprement. On va le voir sur la prochaine, enfin après. Donc là on voit qu'il a été créé un petit pont à cet endroit. Donc le ruisseau est un peu plus profond. On ne pouvait pas faire une réalisation de passage à gué. Donc il y a eu un petit pont qui a été réalisé, stabilisé. Là, on ne voit pas la clôture, mais elle a été faite depuis, de façon à ce que les animaux passent bien sur le pont et non pas dans le ruisseau à côté. Voilà, ici c'est un passage à gué, donc celui-ci, les animaux peuvent boire à celui-ci parce qu'il n'y a pas encore trop d'eau, donc il ne se creuse pas. Ouais. Et là voilà, le système qui a été mis en place, donc en amont a été capté des sources qui ont été canalisées dans un bac ici. Donc on prend juste l'eau nécessaire pour nos animaux. Au milieu du bac, vous voyez la partie en alu, là, c'est là où il y a un flotteur. Donc en fait, l'eau qui est consommée, c'est celle que les animaux ont besoin. Toute l'autre eau, elle repart au trop-plein au niveau du captage pour conserver toute la partie humide de la parcelle. Et donc on a stabilisé tous les abreuvoirs comme ça afin qu'il n'y ait pas de détérioration. Et en ayant fait cela, on a de l'eau de bonne qualité aux animaux, tout en ayant préservé la ressource en eau et donc préservé les zones humides. Oui, c'est ça, parce que anciennement, sinon, le troupeau s'abreuvait directement dans le troupeau. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment que derrière, il y ait de l'eau plus saine pour le troupeau, quoi. Et en même temps que voilà, ça permet de préserver, de restaurer les berges. Et donc voilà, juste pour conclure un peu sur cette initiative de la Coptasa, mais également plus globalement sur le projet, on voit que voilà, c'est des projets qu'on peut vraiment qualifier de gagnant-gagnant parce qu'ils permettent de penser à la fois la gestion pastorale et la préservation de ces milieux sensibles que sont les zones humides.
On voit que voilà, c'est vraiment des projets intéressants et constructifs qui permettent de faire communiquer différents acteurs qui ont parfois pas l'habitude d'échanger, et donc que vraiment on réussit à arriver à un projet pertinent et qui répond aux besoins de chacun. Et enfin, c'est ce projet et les autres projets qui ont été menés jusqu'à maintenant, ils servent d'exemple. Ils ont été lancés sur des estifs qu'on peut qualifier peut-être de plus dynamiques, qui ont déjà mis en place des projets. Mais on voit qu'on est déjà sollicité par d'autres collectifs d'éleveurs qui sont intéressés, qui essayent de penser aussi la question de la ressource en eau. On voit que c'est une préoccupation qui est de plus en plus importante. Et donc voilà, ces projets, ils permettent de démontrer que c'est possible de concilier à la fois gestion pastorale et préservation des milieux humides. Et je vous remercie. Merci à tous. Merci pour notre duo. Donc effectivement, encore une belle démonstration de cette logique gagnant-gagnant. Moi, j'ai bien aimé la photo où, à un moment, on voit une pelle mécanique. Donc, en fait, on peut restaurer des milieux naturels et faire de la biodiversité avec des engins. En fait, c'est pas que des pelles et des crayons et des écolos qui font je sais pas quoi. Et puis, vous avez vu le logo de l'agence de l'eau, parce qu'il faut parler un peu argent de temps en temps. On voit là l'enjeu pour les éleveurs qui bénéficient d'une politique agricole de plus en plus contrainte. Comment, dans ce jeu gagnant-gagnant, on arrive à mobiliser des crédits d'autres thématiques, en l'occurrence là des politiques liées à l'eau, pour le développement agricole local. Voilà. Allez, dernière intervention. Hop, pardon. Merci. Bonjour à tous, donc Élodie Mardinet, moi je suis chargée de mission agro-environnement au Parc des Volcans d'Auvergne. Et je vais vous parler plutôt de gestion antiparasitaire des troupeaux, donc pour dézoomer un peu sur les questions de relation entre la biodiversité et l'agriculture. Donc juste un petit point de contexte au préalable. Donc en 1980, il y a la mise sur le marché de l'ivermectine. En 1984, on a les premières preuves scientifiques de la toxicité de certains produits sur les insectes coprophages. Alors les insectes coprophages, c'est ceux qui mangent les bouses, qui vivent en fonction qui vivent dans les bouses des animaux, qui les mangent et qui par là les détruisent et permettent de boucler les cycles des nutriments en rendant l'azote, le phosphore disponibles pour le reste de la chaîne et notamment pour la croissance de l'herbe. En 2001, on a l'instauration de l'obligation d'étude d'écotoxicité quand on a des dossiers d'autorisation de mise sur le marché de nouveaux produits. Et du coup, si on regarde un petit peu les pratiques classiques, habituelles de traitement des animaux, généralement les éleveurs ne sachant pas forcément à quoi leurs troupeaux sont confrontés et voulant préserver l'aspect sanitaire des troupeaux, traitent à peu près tous les animaux contre tous les parasites en début d'hiver. Donc sur le schéma là, vous voyez que l'utilisation des produits antiparasitaires, c'est l'illustration de ce qui était écrit, impacte du coup la faune qui vit dans les bouses, et cette faune là, elle a un intérêt dans tout le reste de la chaîne alimentaire, puisque ce sont les animaux qui sont à l'origine de la nourriture, par exemple des oiseaux, des chauves-souris. Donc non seulement on impacte ces insectes là, mais aussi tous les animaux qui en dépendent ensuite. De là est né entre plusieurs partenaires et notamment la LPO et le groupe technique des vétérinaires d'Auvergne, l'idée de travailler à un projet qui serait intéressant à la fois pour les éleveurs, pour les vétérinaires et pour l'environnement. Alors, hop, juste pour vous montrer un peu le fond du projet. Donc l'idée c'était de se dire, le grand objectif de ce projet c'est de se dire on traite aussi peu que possible mais autant que nécessaire par rapport aux questions de parasitologie bovine, et donc tout le monde s'y retrouve puisque du coup on a moins de risques de développement de résistance. C'est comme les antibiotiques pour les humains, on dit c'est pas automatique. Pour les animaux, à force de traiter tous les animaux contre tous les parasites, on a un risque de développement de résistance, et comme pour certains parasites on n'a qu'une seule matière active, à partir du moment où on a la résistance, on est cuit pour la suite.
L'idée, c'est quand même de préserver la santé et la croissance, le développement des animaux. Donc ça, c'est un élément important. D'avoir moins de coûts de traitement, puisque les coûts vétérinaires, c'est des coûts quand même qui sont très importants au sein des exploitations. Et du coup, de préserver la biodiversité, à la fois les insectes dont je vous parlais tout à l'heure qui mangent les bouses, mais également tout l'équilibre des écosystèmes, puisqu'après, les produits qu'on retrouve dans les bouses, ils partent dans les prairies, dans l'herbe, dans les milieux aquatiques qui sont associés. Donc l'idée, c'était de pouvoir préserver ces écosystèmes. Alors du coup, normalement, là, il y avait une vidéo qui était intégrée. Je sais pas si c'est possible de la lancer. Ça marche pas. Bon, bah voilà. Bon, bah. Donc si vous cherchez le projet élève sur Internet, vous trouverez une vidéo YouTube qui présente le fond du projet, avec le témoignage d'un éleveur qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui vous expliquera quel intérêt il y trouve au sein de tout ce panel d'objectifs. Donc en gros, il y a eu deux premières phases de mise en œuvre qui étaient plutôt donc depuis 2018, qui ont été plutôt à destination des exploitations agricoles. Donc ça a permis d'accompagner 85 élevages qui ont été suivis par 28 cabinets vétérinaires et 15 animateurs environnementaux. Et là, à gauche, vous avez les différentes mesures agronomiques qui ont été proposées aux éleveurs, puisque du coup, pour traiter le parasitisme, on a plusieurs leviers qui peuvent être utilisés. Donc, ces premières phases avaient coûté à peu près 400 000 € depuis 2017 et financées, on en parlait à l'instant, par un panel de différents intervenants qui étaient intéressés soit sur des questions de biodiversité, soit sur des questions de qualité de l'eau, soit sur des questions de qualité de production agricole. Les différentes préconisations agronomiques qui ont pu être faites, elles peuvent être liées à la gestion du pâturage, donc ça nous intéresse directement avec les questions pastorales actuelles. Donc éviter bien sûr les sources d'infestation et de réinfestation. Donc on a parlé de l'aménagement de points d'abreuvement qui permettent d'avoir de l'eau de bonne qualité pour les animaux. Travailler sur le chargement dans les parcelles, puisque plus on a d'animaux, plus ils risquent de se transmettre certains parasites. Changer de parcelle aussi pour casser les cycles des parasites. L'intérêt de la diversité floristique, puisque dans les espèces diverses qui sont souvent jugées comme pas forcément très intéressantes en termes de qualité fourragère, on a beaucoup de plantes qui ont des tanins et c'est des produits naturels qui permettent de protéger les animaux en termes vétérinaires. Sur la gestion du troupeau aussi, puisqu'on peut travailler sur des questions de génétique par rapport à la sélection de certains individus résistants. On peut profiter aussi d'avoir différentes espèces dans son troupeau, parce qu'il n'y a pas forcément de croisement entre les parasites, entre les animaux. Et donc, par rapport aux différentes préconisations qui ont été faites aux exploitants agricoles, on a eu des bons taux de réalisation des actions agronomiques qui ont été proposées. On voit sur le graphique en haut à droite que ça a permis de diminuer les coûts vétérinaires dans les exploitations. Donc, c'était un des objectifs, sans baisser la qualité sanitaire du troupeau. Et également, on voit le graphe en bas, il montre que l'impact des traitements vétérinaires sur la faune coprophage, donc qui détruit les bouses, l'impact a également été grandement diminué, donc ce qui était également un des objectifs du programme. Et donc là, il y a une nouvelle phase qui s'est entamée depuis cette année, qui implique les estives collectives. Alors c'est un nouveau défi, les estives collectives, parce que du coup on rassemble des troupeaux qui viennent d'exploitations différentes, avec des pratiques vétérinaires différentes, qui ont été exposés à des parasites différents. Certains élevages viennent avec des parasites qui sont déjà résistants. On voit là un test qui avait été fait sur la Coptasa par rapport à la résistance de certains parasites par rapport au traitement, et on voit qu'on a des traitements qui sont déjà jugés inefficaces, donc des coûts de traitement quand même pour une efficacité qui est parfois limitée. Et donc là, l'idée, c'est de suivre à l'échelle de l'Auvergne-Rhône-Alpes 8 estives collectives qui sont impliqués, et donc les vétérinaires font des prélèvements et suivent l'efficacité des traitements, et vont également mettre en place, préconiser des mesures agronomiques pour diminuer l'impact des parasites sur les troupeaux. Donc c'est un nouveau projet qu'on lance, qui est en partie financé par les plans pastoraux territoriaux, et donc pour près de 500 000 € sur les années qui viennent, et financé par le Fonds Vert et la région Auvergne-Rhône-Alpes au travers des plans pastoraux territoriaux. Donc voilà, un nouveau défi pour essayer de donner aussi une autre dimension aux études qui ont été faites jusque maintenant. Je vous remercie pour votre attention. Oh, pardon. Ouais.
Allez, je vais vous demander tous les intervenants, vous pouvez retourner... Vous pouvez me mettre le deuxième micro pour la salle? Donc je vous en donne un, et puis vous le passez... Allez. Alors, comme nos intervenants ont été particulièrement efficaces et clairs, on a 15 bonnes minutes, même presque 20 minutes de questions-réponses. Alors, plutôt dans un premier temps, moi j'aime bien, alors même si peut-être que vous avez envie d'engager un long débat entre nous, mais j'aime bien qu'on pose des questions dites de compréhension à nos intervenants, parce qu'ils ont présenté des choses, même s'ils ont été très clairs. Peut-être qu'il y a des points que vous voulez éclaircir. Donc, si on peut faire un premier tour de table de questions de compréhension. Une question de compréhension commençant généralement par je n'ai pas compris ce que vous avez voulu dire à tel moment. Voilà. Et vous expliquez ce que vous n'avez pas compris et on vous répond. Alors, qu'est-ce qui veut se lancer dans les questions de compréhension? Et ils ont été très très clairs. Ouais, bon, a priori, on me dit oui, ils ont été très très clairs. Ok, bon, alors, après les questions de compréhension, il y a les prises de parole. Voilà, un peu de débat. Moi, personnellement, même si je sais qu'en France, on aime toujours dire ce qui va pas, moi, j'aime bien commencer par ce qui va bien, en fait, quelque part. Vous voyez, c'est comme dans un couple, hein. Avant de dire à son mari ou à sa femme que ça va pas, c'est toujours bien de dire ce qui va bien entre nous. Donc, je vous propose d'abord de faire un premier tour de prise de parole. Dans ce qui vous a été présenté, qu'est-ce qui vous avez trouvé super intéressant, sur lequel vous êtes complètement d'accord et vous voulez même insister sur l'importance, etc. Ce qui permettra peut-être aux intervenants de rebondir, etc. Voilà. Donc, est-ce que parmi ce qui a été présenté, on oublie l'histoire de couple, hein, c'est bon. Ce qui vous a été présenté, qu'est-ce qui vous semble super important et très intéressant? Allez, dites-nous, pourquoi? Bonjour, tout était intéressant. J'ai eu un peu de mal avec la première intervention, mais bon, c'était aussi intéressant, le peu que j'ai compris. Moi, j'avais une question par rapport à la troisième intervention. Est-ce qu'il n'y a pas eu de réticence des éleveurs qui, en général, n'aiment pas trop mélanger leurs troupeaux, surtout quand il y a des problèmes sanitaires? Alors là, on parle d'estives collectives qui mélangent déjà leurs troupeaux. J'étais en train de réfléchir s'il y en avait qui les mélangeaient pas, mais on a effectivement des historiques qui sont différents selon les estives. Là, l'idée c'est de pas complexifier la vie des estives, mais de s'appuyer à la fois sur le binôme vétérinaire et gestionnaire d'estives et de vraiment acquérir de la connaissance sur l'efficacité de ce qui se fait actuellement, tester aussi de nouvelles façons de traiter les animaux pour pouvoir dire aux éleveurs, vous avez bien voulu jouer le jeu, on a testé tel protocole et ça a marché, où il n'y a pas eu d'impact sur la croissance des animaux, il n'y a pas eu plus de parasitisme ou quoi. Donc on part vraiment du fonctionnement initial des estives. L'idée c'est pas de les remettre en cause, ils ont un fonctionnement qui est dicté par beaucoup d'autres choses que juste l'entrée vétérinaire. Donc l'idée c'est d'acquérir des données, d'éventuellement répondre à leurs questions et de pouvoir les accompagner dans la gestion des parasites dans l'estive, indépendamment du reste. Donc ceux qui mélangeaient déjà les troupeaux, ils le faisaient et ils continuent à le faire. Et par contre les analyses, on les associe bien à un animal pour pouvoir tracer son historique à la ferme et savoir aussi ce qui s'est passé avant l'arrivée en estive. Ce qui peut permettre de comprendre éventuellement certaines résistances ou des choses comme ça. Ok, merci. Comme on a la chance d'avoir un éleveur avec nous, il va répondre aussi en tant qu'éleveur. Alors, je voulais un petit peu compléter ce qui vient d'être dit. Donc, ça a été réalisé sur notre estive à la Coptasa. Donc, à la Coptasa, nous avons plusieurs sites. Nous avons un site sur Pradier et un site sur Récussé. Donc, sous couvert de notre directeur qui est ici, Laurent Muscara. Donc, on l'a réalisé sur le site de Récussé, sur un lot de veaux. Alors, on appelle ça des broutards. Ce sont des veaux qui sont âgés entre 6 et 9 mois. Donc, c'était sur... nous avons à peu près des troupeaux de 70 animaux, donc adultes avec les veaux derrière. Donc on a pris sur ces animaux-là,
donc dans cette parcelle-là. Donc on les a pesés une première fois, on les a repesés à la descente. On a veillé à ne pas perturber donc le travail de nos bergers. Donc on a profité du déplacement des animaux d'une parcelle à l'autre pour les faire passer dans un corral pour pouvoir donc du coup les peser pour voir s'ils avaient donc eu une bonne croissance et ainsi de suite et injecter les produits. Donc on avait des lots de témoins et d'autres qui ne l'avaient pas eu. Et donc c'est là qu'on s'est aperçu qu'on avait donc des produits qui n'étaient qui n'étaient plus efficaces, donc où il y avait de la résistance. Donc ça c'était quelque chose qui avait été proposé donc à nos éleveurs et donc ils ont été partants parce que comme ça a été déjà dit, les produits de traitement dans nos exploitations ça nous coûte cher. Si en plus c'est inefficace, si en plus ça a des effets négatifs sur la biodiversité, on est complètement à côté du vélo quoi. Donc ça nous a intéressés et c'est vrai que la Coptasa, on s'est inscrit dans cette démarche pour dire ben voilà, on va voir un petit peu avec effectivement des animaux qui venaient d'élevages différents, donc il y avait un parasitisme différent aussi. Bon après ça c'est de la mécanique statistique. Et donc il en est ressorti que certaines molécules aujourd'hui, on s'est aperçu qu'elles n'étaient pas forcément très efficaces. Donc aujourd'hui on a un peu la réflexion, comment on va adapter derrière notre parasitisme à la Coptasa. Il faut savoir que sur une partie de nos animaux, ce qu'on appelle les bourrettes, ce sont des génisses donc qui ont environ 18 mois. Systématiquement, chaque année, on faisait un déparasitage parce que ce sont des animaux qui viennent d'être sevrés, qui sont un peu plus fragiles, qui ont un peu moins d'immunité. Et on est en train de se poser la question. On va continuer un petit peu les recherches, voir si on continue à les déparasiter systématiquement. Alors après, on a une contrainte malgré tout, c'est qu'on a un nombre important d'animaux qui packagent dans des endroits où le relief est quand même assez escarpé. Donc c'est compliqué d'aller les rechercher si on n'a pas déparasité des animaux qui ensuite sont infestés. Donc on a un petit peu une contrainte technique quand même derrière pour nos bergers quoi. Mais voilà, dans les années à venir, on va y réfléchir un peu plus de façon à ce que ça nous coûte moins cher et qu'on soit surtout efficace et qu'on ne développe pas de résistance. Ça c'est, je pense, très dangereux pour les années qui arrivent et pour la suite de nos générations. Très bien, merci pour cette réponse explicite. Madame, c'est clair pour vous? Très bien, merci. J'aime bien cette approche du chef d'entreprise que ça nous coûte moins cher. Moi aussi, je suis chef d'entreprise et pour gagner plus d'argent, soit j'essaye de trouver des nouveaux clients, soit j'essaye aussi d'avoir moins de dépenses. En fait, ça marche aussi de gagner plus d'argent en dépensant moins, en fait. Hein, voilà. Dans le résultat comptable, à la fin de l'année, ça joue la baisse des dépenses sur le bénéfice. Est-ce qu'il y a d'autres questions après mes petites histoires de bénéfices? Allez, à vous. Merci beaucoup pour vos interventions. Ça serait concernant la première, donc je sais pas s'il faut parler en anglais ou... Si? Okay. So with the problem with the global warming and the risk of wildfires and everything, is the grazing will be helpful to limit the risk and the damage made to the ecosystems? It's not a question that we're asking, okay? But it seems clear that the answer is yes, I think, yeah? So these Sclerophilus communities, these vegetations in the Mediterranean, it's a poor condition, a sign of poor condition if they are overgrown. And the same with heathlands, lawn, if they're overgrown, it's a bad sign. So yes, I think it's completely compatible. And in the case of the Mediterranean zone, I think it's essential actually. You know, how does it make sense for carbon, let alone for human lives and for, costs, these huge costs of fires? It makes no sense at all. It seems such a small investment really to invest in these pastoral structures, but it's not sexy. You know, the helicopter is sexy and the fireman is sexy, etc. Yeah, so it's a mentality problem as well, I think. Yeah, but can it change in a big way? Because it will need a lot of work to protect against mostly wildfires. Yes, I agree. It takes a lot of work. But if your conclusion then is, well, we can't deliver
the Habitats Directive. We can't deliver 30 by 30. We can't deliver even human safety with fire. Then let's be honest. Let the policy say that. Let's be honest with the people that it can't be done. But if we're going to do it, then we have to work out how we're going to do it. That's the honest thing. I think there's at least two issues that I see, and one is the size of it. And this idea, I think we have a supermarket in the UK, Tesco, and their motto is, every little helps. If you do a little, then it helps. Yeah, okay, but if you only do a little, then you're kidding yourself that you're addressing the problem. So that is a big problem, I think, with this kind of thing. So a little project here, a little project there. Oh, it's great. We can have our picture in the paper, on the television. We're doing something, but it's not at the scale that's needed. So that's one thing. And I think also there's a political problem also, because funds for agriculture, funds for rural development, they're under pressure. And so if we're saying to the farmers that are farming certain areas, okay, we also need to have farmers farming other areas, then that sounds like money going from them, I think. And that is a part of the problem. And especially, it's a fact in some European countries that the farmers that are farming these areas, they may be part-time. And so proper farmers are saying, oh, these are not true farmers. We're the true farmers. We're the ones that are supporting exports, etc. So there's an internal political issue also, I think, Perhaps we think, some of these rural areas, they actually are hopeless. They don't have a future, But if that's the case, we need to say it. I think we need to be honest about it and focus on where we can do things. But this rhetoric that pretends we're doing things and we're not doing things at the right scale, it's taking us nowhere, I think. Okay, thanks for everything. Ça calme la jeunesse, là, hein? Yes. Allez, encore une petite? Du coup, merci. Du coup, j'ai moi aussi une question pour le premier intervenant. Je vais parler en anglais. Thank you very much for your interesting presentation. I'm particularly interested in studies that bridge society and science. So I was wondering if you, after these very interesting results that you presented in the study, you are envisaging initiatives that really put the society in relation to these results. So, for example, are you envisaging the organization of working groups? And you mentioned the issue of scale. So which kind of scale are you envisaging if you are in this kind of workflow of bridging society with scientific results? Thank you. Yeah, thank you. It's a good question. It's a scary question, though, really. I'm 60 now, and I'm starting to think, what have I achieved in my life? And for 20 years, 30 years, I've been doing reports, and, and I used to think if people know what the situation is, then things will change. And, okay, they're not asking the question. I'm asking the question. I'll give them some data, and then things will change. And I realize that's not the case at all. Like, I can write all the reports, really good reports, and nothing changes, And so it's a question that's outside my competence to answer, actually, if I'm really honest. I think part of the responsibility lies with the European Commission, but most of it lies with member states, to be honest, European policy is made by the Council, really, even though the Commission proposes it. It's really made by the Council. So if the Council likes it, it goes in. If the Council doesn't like it, it doesn't go in. But the Commission, the CAP strategic plans, they have to be made. I feel sometimes that they're totally disjointed, they're not connected, they're not internally consistent, and nobody cares. Like, the Commission desk officer doesn't say anything. The member state doesn't care. So in the end, who cares, I can't be more Catholic than the Pope, So who is more Catholic than the Pope, Is it farmers in these areas who have to, fly the flag? But then they have to fly the flag sometimes against farmers in intensive areas. They have to say, well, we deserve, at least as much support as you.
You know, we're doing more than you. Let's be honest about it. It's politically, it's not nice to say it, but we are doing more than you for these nature objectives, for the water objectives, etc. I don't know. I really have no idea, actually. And in the case of this work, it's funded largely by the European Environment Agency, which are a data organization, so they're not a political organization, okay? But they will feed it into the European structures, as they say, for sure. I have to say, when we asked these questions, the experts, they thought it was really interesting, but they'd never thought of it before. They'd never asked the question before. And so that tells you something, I think. Merci. Allez, une petite dernière, il nous reste 3-4 minutes où on a été allé au bout. Assis là-haut. Bonjour, alors merci beaucoup pour les 3 interventions déjà. Alors moi ce serait plutôt une question pour la 3e sur la gestion des parasites. Il y a eu la question notamment de la rusticité des races. Est-ce que justement il y a plutôt des travaux qui ont été menés pour démontrer la rusticité, enfin la capacité de résistance aux parasites sur certaines races plus ou moins sélectionnées et selon les caractères de rusticité qui ont pu être conservés, voilà. Alors je vous laisse répondre assez brièvement parce que j'ai encore 2 autres questions. Je crois que la réponse va être assez brève parce que j'ai pas forcément de réponse claire là-dessus. C'est vrai que le choix de la race, ça fait partie des critères intéressants, mais c'est pas forcément le seul. L'entrée vétérinaire, c'est pas forcément le seul critère. Après, les espèces rustiques, elles ont cette particularité de valoriser davantage de types de végétation en termes pastoral que d'autres espèces, donc ça joue forcément sur leur capacité à trouver directement dans la végétation les ressources nécessaires pour diminuer l'exposition aux parasites. Donc j'aurais tendance à me dire que c'est un facteur intéressant. Après, de là à savoir s'il y a des études qui ont mis en évidence ça, j'ai pas. Enfin, peut-être que quelqu'un dans l'assistance a la réponse. Moi, je l'ai pas comme ça de but en blanc. Donc je sais pas. Je sais que les éleveurs travaillent sur au sein même d'une espèce, certains animaux comme nous, certains animaux sont plus ou moins résistants aux parasites de fait, et donc ça peut être un des critères de choix en termes de génétique au sein d'une espèce. Mais entre les espèces, il y a sûrement des éléments de réponse plus étayés que ceux que j'ai, mais j'ai pas la réponse là dans l'immédiat. Je suis désolée. Ok, merci, mais c'est une réponse quand même. Bonjour, merci pour les présentations. Donc moi j'avais une question pour la 2e et 3e intervention. Donc du coup pour la restauration des zones humides, en fait tu parlais, Anna, que voilà c'est en tête de bassin versant, et du coup je voulais savoir si vraiment avant les investissements on voyait une qualité de l'eau, que ça soit quantitative ou qualitative, qui était dégradée ensuite, et si maintenant suite à ces travaux on voit une nette amélioration, et si du coup les agences de l'eau suivaient un petit peu ça justement en fonction des travaux, si ils voyaient une nette amélioration de la qualité de l'eau. Et après, pour Élodie, j'avais une question aussi. Est-ce que les vétérinaires essaiment un petit peu leur expérimentation sur le reste de la France, sur d'autres secteurs pastoraux, en France ou même ailleurs, sur d'autres pays? Et ben pour répondre à la première question, nous, d'un point de vue vraiment état écologique des cours d'eau, c'est d'abord on regarde d'abord, c'est d'abord une analyse en fait visuelle, mais on s'appuie sur les compétences du conservatoire d'espaces naturels qui s'engage à faire un suivi sur plusieurs années. On fait pas de prélèvement d'eau en tant que tel, mais on regarde les habitats, on regarde les évolutions justement dans les zones humides, de la flore, de la flore caractéristique en fait de certains milieux et de l'état écologique, voilà. Donc on peut voir, on constate justement qu'il y a déjà des nettes améliorations, quoi, grâce à ces aménagements qui sont réalisés. Mais on fait pas de prélèvement de l'eau en tant que tel, de la qualité de l'eau, mais voilà, ça se voit directement avec la mise en défend. Déjà, il y a beaucoup moins d'érosion, les cours d'eau ils s'incisent moins. Il y a des nouveaux habitats qui se créent, qui reviennent. Donc ouais, il y a un vrai intérêt. Voilà.
Puis si je peux me permettre de compléter, en fait, c'est des travaux qui semblent un peu innovants chez nous, mais qui se font déjà à d'autres endroits depuis longtemps. Et effectivement, souvent sur les questions d'azote et de phosphore dans l'eau, qui sont les critères de qualité que regardent beaucoup, notamment les agences de l'eau, c'est pas forcément sur ces critères-là qu'on a des améliorations, mais dès qu'on regarde la qualité bactériologique de l'eau, dès lors que les animaux mettent plus les pieds dedans et bougent plus dedans, ça va très très vite et ça s'améliore très vite dans le bon sens. Ouais. Sur la question de la diffusion des connaissances, oui effectivement, enfin il y avait eu un travail dès le départ du projet au niveau du groupe technique des vétérinaires d'Auvergne pour faire monter ou remonter en compétence les vétérinaires sur ces sujets-là, qui sont des sujets qu'ils ont travaillé dans leurs études, mais des fois elles sont un peu lointaines ou d'autres sujets avaient pris le pas. Donc il y a eu un travail pour reformer les vétérinaires et du coup forcément ils accompagnent certains éleveurs dans le cadre de ces projets-là, mais les autres éleveurs, même s'ils sont pas directement inclus dans le projet, les autres éleveurs avec lesquels ils travaillent, forcément, ils diffusent ce genre de connaissances. Et le groupe technique des vétérinaires d'Auvergne et d'Auvergne-Rhône-Alpes maintenant est intégré dans le syndicat national du groupement technique des vétérinaires. Donc, il y a eu, suite à ces travaux-là, de grosses publications à l'échelle nationale sur voilà les avantages, les atouts et les résultats de ce projet. Et ça a fait des petits. Il y a d'autres projets. Alors, il y avait un projet qui était à peu près concomitant, donc qui s'appelait Vettel dans le nord de la France, mais il y a eu des projets aussi en Charente et tout qui sont issus de la diffusion de ce projet Auvergne. Ok, merci. On prend encore une dernière question. Comme il n'y a pas de conférence après, on peut grignoter de quelques minutes. Bonjour, merci pour vos présentations. Alors moi j'avais plutôt une question sur les zones humides. Voilà, moi l'année dernière j'ai fait une licence en Lozère sur l'agroécologie et j'ai eu également l'occasion de travailler sur les tourbières. Et ma question c'était dans les Cévennes notamment, c'est assez connu, il y a des épisodes cévenols qui sont assez violents, notamment en termes de pluie, et je voulais savoir si certaines de vos mesures que vous avez mis en place, comme notamment les méandres dans les ruisseaux, c'était faisable dans les endroits où il y a quand même beaucoup de précipitations qui risquent de remettre le lit de la rivière dans son lieu d'origine. Merci. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose à chaque fois et c'est dur de prédire le chemin que va suivre l'eau, même si on essaye de retracer mécaniquement un nouveau chemin. Donc on voit que des fois ça marche pas du premier coup. Donc quand on fait de la mise en défend, des fois on choisit de faire une mise en défend plus large, de clôturer plus large et voilà, avec bien sûr quand les éleveurs sont d'accord, et souvent ils voient l'intérêt parce que sinon on se retrouve avec un cours d'eau totalement qui sort totalement de son linéaire. Donc l'objectif c'est on essaye de tracer un premier chemin et parfois ça marche pas et l'eau retourne. L'idée c'est quand même de mettre des seuils, des choses qui bougent bien pour pas que ça revienne dans un tracé vraiment rectiligne, mais des fois voilà, sur les méandres ça va sortir un peu à un autre endroit, tout en conservant l'objectif c'est quand même d'avoir un linéaire qui soit plus sinueux que le précédent. Mais voilà, des fois le premier linéaire qu'on va décider de construire qui va être quand même sur le point bas, peut-être que ça va être l'eau va décider de suivre un autre chemin, mais si on clôture assez large, ça pose pas trop de problèmes. Voilà. Très bien. À moins qu'il y ait encore juste une dernière question, mais je vous propose qu'on conclue donc cette conférence sur le thème le pastoralisme, allié méconnu de la biodiversité. Alors, je sais qu'il a fait l'objet de nombreux échanges au sein du réseau pastoral Auvergne-Rhône-Alpes qui a coordonné cette conférence, le titre. Mais moi, j'aurais bien rajouté quelque chose au vu de ce qui nous a été présenté. C'est la biodiversité alliée méconnue du pastoralisme, hein, parce que quand on nous a dit dans c'est la deuxième là, qu'une zone humide fonctionnelle était une solution pour l'alimentation en eau du bétail en période estivale, on peut dire que la biodiversité est l'allié du pastoralisme. Voilà. Donc, pour conclure, je vous demande un dernier tour d'applaudissements de nos intervenants et intervenantes. Voilà. Et comme il est midi, je vous souhaite un bon appétit. Voilà.